Les indemnités allouées aux enseignants, l'application du protocole d'accord signé en février 2014 et dans les cœurs, les menaces du ministre de l'Éducation nationale, menaces que les membres du grand cadre n'arrivent toujours pas à digérer. Kodendia et Djibi Diallo ont suivi la marche pour vous. Une forte mobilisation du grand cadre pour dire non au mutisme des autorités face à leurs revendications. Entre autres doléances, l'application du protocole d'accord signé en février 2014, les indemnités allouées aux enseignants. Cette lutte que nous avons entamée a pour objet de contraindre le gouvernement à appliquer l'ensemble des accords signés avec les syndicats d'enseignants, à respecter strictement le principe de la gestion démocratique des personnels enseignants. Nous exigeons, camarades, la revalorisation de la fonction enseignante par l'augmentation substantielle de toutes les indemnités allouées aux enseignants. Le coordonnateur du grand cadre a par ailleurs fustigé le comportement du ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam. Pour lui, les menaces de ce dernier ne passeront pas. Ni les tentatives de dénigrement et de diabolisation des enseignants, ni le canular ou la désinformation de l'opinion publique ne pourront briser notre élan, encore moins saper la dynamique que nous avons engagée. Vraiment. Camarades, c'est cette année ou jamais. Nous avons suivi le vote du budget du ministère de l'Éducation. Il n'a jamais été question de la réduction de ce budget. Si c'est ça le paquet, c'est un paquet empoisonné. Le grand cadre a procédé ce mercredi à un débrayage qui sera suivi d'une grève générale ce jeudi. Il lance un appel à tous les travailleurs mais aussi aux parents d'élèves à se joindre à leur combat afin d'avoir un système éducatif de qualité dans notre pays. Kodendia, actualité universitaire, la loi cadre et la grève du SAES, une loi Chertidiane encore loin des amphithéâtres. C'est le moins que l'on puisse dire à ce domaine. Tous les étudiants disent ignorer tout de cette loi ou de son contenu. Le SAES entend communiquer sur cette loi, mais elle ne compte pas lâcher du lest. C'est un reportage signé sur place à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Fatih Dian et Adama Gueye. Une loi, plusieurs interprétations, son contenu est ignoré par une bonne partie des étudiants. La loi cadre est méconnue à l'UCAD. On ignore carrément qu'est-ce que c'est la loi cadre. En tant qu'étudiant, en tant que nouveau bachelier, on l'ignore qu'est-ce que c'est que la loi cadre. J'ai une certaine notion de la loi cadre, mais pas tout à fait. Parce que quand on parle de la loi cadre, c'est les fondements de l'université. À mon avis, ce n'est pas normal. Mais on n'a pas les informations nécessaires pour connaître tous ces lois. Le syndicat autonome de l'enseignement du supérieur reconnaît un problème de communication. On a dit qu'on a beaucoup communiqué avec les journalistes. Maintenant, il va falloir expliquer aux étudiants donc cette loi. Donc, la loi en question fait avoir un conseil d'administration, un conseil académique et le recteur. Il y a sur deux points, on n'est pas d'accord. On est d'accord sur le principe du conseil d'administration. Il y a une loi que le ministre a mis sur table pour introduire des gens hors de l'université. C'est nous les étudiants qui doivent savoir quels sont leurs motifs. Le SAES promet de communiquer davantage, mais campe toujours sur sa position. Des enseignants déterminés à aller jusqu'au bout. Il a dit qu'ils ne vont pas revoir la loi. Nous, on dit qu'on va revoir la loi. Cette loi-là ne passera pas dans sa forme actuelle. Et ça, je crois qu'on leur a dit ça. Peut-être que mieux vaut maintenant fermer les universités tout de suite et faire économiser de l'argent et du temps à tout le monde. Parce que la loi, dans cette mouture actuelle, ne passera pas dans les universités. Le ministre va entretenir d'autres rencontres plus pertinentes. Les enseignants ont décrété 72 heures de grève, un mouvement d'humeur encore dénoncé par les étudiants. Nous parlons politique à présent avec la réunion du comité directeur ce jeudi du Parti démocratique sénégalais. L'objectif est de repérer les candidats pour d'éventuelles primaires en vue de la présidentielle de 2017. Des primaires au PDS, non. Pour Aliou Sow, plutôt une façon de faire tomber les masques et de sonder les positions des uns et des autres pour l'ancien membre du Parti démocratique sénégalais. Ce parti n'est pas assez organisé pour penser et réussir des primaires. Fatou Bintou Konté, Mohamed Dian. L'organisation d'élections primaires au Parti démocratique sénégalais, Aliou Sow, ancien de ce parti, reste dubitatif. Il pense tout simplement que le parti veut avoir une mainmise sur certains ténors. L'idée est bonne, elle est noble et c'est une avancée démocratique, mais je n'y crois pas trop. Pour moi, c'est une stratégie qui consiste à retenir les ténors
qui sont sur le point de partir et prendre en charge leur destin politique en main. Pour le docteur Aliou Sow, le PDS n'est pas si organisé pour prétendre monter des primaires. Comment organiser des primaires dans un parti qui n'a pas encore vendu des cartes, qui ne connaît pas le nombre de militants officiels, qui n'a pas encore la cartographie de ces militants à travers les communes, les départements du Sénégal? Le leader du mouvement NPDL Ligue révèle que beaucoup de grosses pontes de ce parti ont déjà créé leur formation politique. Beaucoup de ténors de ce parti ont des ambitions présidentielles. Certains ont même, par anticipation, créé des partis politiques à travers des mères porteuses politiques. Vous savez, en 12 ans, presque plus de 190 partis ont été autorisés par notre gouvernement. Beaucoup de partis ont été en fait encouragés par des hauts dignitaires du parti et qui ont incité des amis ou des proches à créer des partis. En ce moment, estime Aliou Sow, le PDS veut juste se réorganiser pour préparer les échéances de 2017 avec ses primaires. C'est une façon d'orienter l'action du parti et l'animation militante vers les échéances de 2017. Parce que depuis la perte du pouvoir, tout tourne autour de la résistance, de la contestation, de la riposte face au dossier judiciaire. Pour une première, le Parti démocratique sénégalais va vers des élections primaires pour préparer les joutes électorales de 2017. Ce jeudi, les candidatures vont se dessiner. Fatou Bintou Conté, Parti démocratique sénégalais, toujours Modou Diagne Fada pour une mutation des instances dirigeantes de leur parti à l'image du Parti socialiste français. Oui, le président du groupe parlementaire libéral affirme que le mieux pour le Parti démocratique sénégalais est de dissocier le secrétaire général du parti et le candidat du parti. Il était l'invité d'Aïssatou Diop Fall dans son émission Face to Face. Nous l'écoutons. Candidat parti, élection 2017. warul bokk ak secrétaire général. Beaucoup de gens pensent que le candidat du parti au présidentiel de 2017 doit être dissocié du secrétaire général du PDS, comme l'UMP ou le Parti socialiste français. Si maintenant quelqu'un veut être candidat à la présidentielle et qu'il occupe un poste au sein du parti, il devra démissionner et passer par des primaires. Je pense que c'est ça l'intérêt du parti. Et puis on discutera des postes. On va désigner le futur président de la République, le futur président du Sénat et le futur Premier ministre, ainsi de suite pour tous les autres fonctions. Nañ waxtaan nak suñu gagné yow yaay nek président de la République yow mi yow baax nga pour premier ministre yow mi yow baax nga pour président assemblée yow mi yow baax nga pour président Sénat. Et puis Jean-Paul Diaz, le secrétaire général du BCG, lui ne croit pas du tout à ces primaires au Parti démocratique sénégalais. Pour le leader du BCG, Cheikh Tidiane, que du bluff pour faire oublier la dernière sortie de Maître Wade et ouvrir une nouvelle page politique. Jean-Paul Diaz, que nous écoutons avec Salimata Aw et Adama Gueye. Cette idée est lancée à l'intérieur du PDS pour détourner l'attention du public de ce que Wade a déclaré récemment. Et puis peut-être pour amuser la galerie, mais ça n'aboutira à rien du tout. J'ai la conviction qu'un parti qui n'a pas été capable de faire des renouvellements depuis 100 ans ne peut pas faire des primaires. Par contre, l'idée en elle-même est bonne. Bon, l'idée en elle-même est bonne, mais je ne pense pas qu'elle puisse prospérer. Je pense que ce qu'il faut, c'est que les responsables, les dirigeants du PDS aujourd'hui doivent se mettre autour d'Abdoulaye Wade, l'encadrer, le soutenir, le protéger d'ailleurs aussi, n'est-ce pas, l'aider, parce qu'il n'est plus tellement lui-même, et ensemble avec lui, trouver un candidat. Parce que pendant qu'on y est, le meilleur candidat, c'est Abdoulaye Wade. La loi, jusqu'à présent, ne lui interdit pas d'être candidat. Une idée de Jean-Paul Diaz partagée par Bakary Domingo Mané, la une du PDS pour faire oublier la déclaration de Maître Wade, les primaires. Oui, c'est la conviction du journaliste politologue Bakary Domingo Mané qui pense que le candidat de ce parti doit être charismatique, représentatif et fort politiquement. Il a rencontré nos reporters Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Le Parti démocratique sénégalais annonce des primaires. Une première pour cette formation politique. Bakary Domingo Mané parle d'une stratégie de communication. Une certaine opinion pourrait tenter de croire que quelque part, le Parti démocratique sénégalais est en train de faire diversion. Hein, voilà, donc pour faire oublier la bourde, ils ont pensé, disons, à ces primaires-là, de manière à réorienter, disons, l'intérêt de la presse sur cette question-là. Par ailleurs, l'organisation de ces primaires est signe de démocratie et de légitimité. C'est la base, n'est-ce pas, qui va choisir son candidat pour l'élection présidentielle de 2017.
Et j'ai dit, quelque part, ça va fonder la légitimité de la personne, n'est-ce pas, qui sera choisie au sein de ce parti démocratique sénégalais. Parce que l'opinion que les gens se faisaient de ce parti-là, c'est un parti qui appartient à une personne, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade. Pour l'heure, seul Souleymane Ndéné Ndiaye a déclaré officiellement sa candidature, un bon profil pour le directeur de publication de Sud Quotidien. C'est un ancien Premier ministre. C'est quelqu'un qui a eu un parcours politique avéré et ensuite, du point de vue charismatique, je pense que c'est un leader charismatique, quelqu'un qui peut vraiment prétendre vraiment à ce poste. Mais une fois de plus, la question ne se trouve pas à ce niveau-là. C'est d'abord les libéraux. Si primaire il y a, ce sont les libéraux qui vont choisir la personne qu'ils désirent. Mais dans tous les cas, il doit être quelqu'un qui rassemble, quelqu'un, disons, qui a une vision, et quelqu'un qui a, disons, une certaine notoriété. À la question de savoir si Karim Wade peut procurer sa candidature, l'analyste politique estime que c'est encore tôt. Il devrait d'abord régler le problème de sa double nationalité. Nous parlons à présent de transport aérien. Je vous le disais en sommaire, l'aéroport international de Dakar n'attirerait plus les grandes compagnies aériennes. Cher Tidiane, surtout du côté des voyageurs, question pourquoi les compagnies aériennes quittent la capitale sénégalaise alors que les services aéroportuaires sont jugés satisfaisants? Parole de voyageurs habitués des avions rencontrés par Dissa Prera et Marja. Beaucoup d'améliorations notées au niveau des services destinés aux passagers de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Désormais, plus de perte de temps à la descente de l'avion, des avancées saluées par bon nombre de voyageurs. J'ai remarqué qu'à la descente de l'avion, le bus attendait tous les passagers avant de les acheminer à l'aérogare, ce qui est un peu anormal. Il y a aussi souvent des attroupements à la sortie de l'aéroport, souvent des attroupements inutiles. Mais je sais que on peut constater c'est que vraiment il y a une nette amélioration dans la qualité du service, ne serait-ce que pour la rapidité, la célérité. On a vu qu'avec les nouveaux aménagements, le service se passe très vite. Il n'y a plus encore de précipitations au niveau des chariots qui semblent être accaparés par certaines personnes. Maintenant, au moins, on peut dire qu'on est satisfait sur ce plan-là. Des améliorations notables, certes, mais certaines compagnies aériennes décident de diminuer la fréquence de la desserte sur la destination Sénégal, une décision diversement appréciée par les passagers. Je me dis qu'encore là, c'est rentable. Là, ça dépend tout simplement peut-être des horaires qu'on leur a fixés. Parce que vous savez qu'encore sur ce plan aussi, il y a une certaine ségrégation. Il faudrait au moins que ces gens-là puissent tirer leur épingle du jeu si vraiment toutes les compagnies sont mises au même pied d'égalité. Les gens ont beaucoup décrié la cherté des taxes aéroportuaires et cela a même impacté sur le tourisme au Sénégal. Parce que taxi et c'est trop. Aujourd'hui, les autorités se battent pour faire du Sénégal une des destinations les plus attractives de l'Afrique de l'Ouest. Une attractivité qui passe nécessairement par des infrastructures et la baisse des taxes aéroportuaires. Dissa Prera, baisse des redevances, concertation entre États et compagnies aériennes, les pistes de Pape Djerry Sène pour rendre la destination Sénégal plus compétitive. Et puis ces spécialistes Astomben du transport aérien qui soutiennent que le fait que South African Airlines veuille quitter le Sénégal est simplement dû à un plan de restructuration imposé à la compagnie par l'État sud-africain. Plus de détails dans cet élément signé Pape Chirdiac et Tierno Laurent Mendy. La destination Sénégal serait-elle devenue un lourd fardeau financier pour certaines compagnies aériennes? Pour South African Airways, l'une d'entre elles, des vols long courriers passant par Dakar est devenu peu rentable, en serait la cause. Cette année, ils ont connu pratiquement 375 millions de dollars de pertes en fin 2014. Et South African a engagé un plan de restructuration qui devait être approuvé par le gouvernement sud-africain qui est propriétaire de la compagnie. Et dans le cadre de ce plan de restructuration, il fallait restructurer les lignes long courrier, les lignes vers les États-Unis, donc en passant par Dakar. Et donc c'est ça qui fait que nous avons été impactés. Selon Pape Djerry Sène, contrôleur de gestion aux aéroports du Sénégal, les redevances à payer par ces compagnies devraient être revues à la baisse pour rendre Dakar compétitif. C'est vrai qu'à Dakar, la charge sur le passager est relativement élevée par rapport à la moyenne africaine. On a institué depuis 2005 ce qu'on appelle la redevance développement des infrastructures,
qui était à l'origine de 30 € et qui est aujourd'hui à 54 €. La RDIA, compte tenu de ce projet spécifique, a alourdi la charge sur le passager. La concertation, seule voie de salut envisageable. Je pense qu'il faut des discussions économiques parce que le rôle d'un État, le rôle de l'État en matière d'aviation civile, la puissance publique, c'est un rôle de supervision et de surveillance économique. Il faut s'asseoir avec les compagnies aériennes, revoir dans un cadre de concertation pour qu'on puisse s'entendre sur quelque chose. Fly Emirates a dans un communiqué démenti un probable départ du Sénégal. Quant à South African Airways, les raisons d'un probable départ seraient liées à des difficultés financières que connaît actuellement la compagnie. Nous parlons de toute autre chose avec l'État du Sénégal et la coopération espagnole qui lance plus de 120 fermes agricoles au sud du pays. Des fermes agricoles familiales appelées Natangué installées à travers le Sénégal. Leur coût plus de 2,5 milliards, dont 650 millions disponibles et remis aux populations de Café-Cessé à Bignona, Boubacar Diassi. Donner un coup d'arrêt à l'exode rural et à l'émigration des jeunes, mais aussi trouver une alternative à la vulnérabilité des populations des villages du Sénégal. C'est l'objectif que l'État vise à travers l'instauration des fermes agricoles modernes et des fermes familiales dites Natangué, comme ici à Cafés, dans le département de Bignona. Ce sont des fermes familiales. Parce qu'au Sénégal, 90% de la production agricole provient des exploitations familiales. Mais aujourd'hui, elles sont plombées par au moins 2 contraintes. C'est le temps d'occupation très faible, parce que ces exploitations sont adossées à la pluviométrie. La deuxième considération, c'est la vulnérabilité. Nous sommes au Sahel. Il pleut de plus en plus faiblement et de façon irrégulière. Il s'agit de contribuer avec les plans Sénégal émergent et en particulier avec les programmes d'accélération de l'agriculture sénégalaise, les PRACAS, à faire du secteur agricole un élément décisif pour une plus grande création de richesses et une meilleure distribution de celles-ci grâce à la promotion et l'intégration de l'initiative privée dans le secteur agro-industriel. C'est dire que la coopération sénégalo-espagnole se porte à merveille, notamment en Casamance. Ces fermes vont encore une fois renforcer le dispositif agricole dans la région naturelle de la Casamance. Et je pense que c'est une œuvre à saluer et c'est le lieu vraiment, au nom du chef de l'État, son excellent Macky Sall, de saluer la coopération espagnole qui est extrêmement dynamique. L'Espagne est restée en Casamance et n'a pas bougé. Je pense qu'avec des projets comme ça, qui sont pilotés vraiment de main de maître par le directeur général de l'ANDIDA ici en Casamance, je pense que c'est l'agriculture casamançaise qui se modernise. Ces fermes villageoises ont répondu aux attentes des populations qui s'en réjouissent. Et chaque producteur peut avoir 800 000 sur la campagne se passe bien. Mais nous prétendons, pour cette campagne que vous avez vue, un producteur a 1 million dans sa poche. Car 800 000 francs, c'est le plus bas revenu enregistré dans ces fermes agricoles. Ailleurs, les agriculteurs gagnent jusqu'à 1 300 000 francs par personne et par campagne. Et ils en font 3 par an. Une bonne raison de travailler la terre chez soi. Je vous le disais en titre, Aliou Cissé, le nouvel entraîneur du Sénégal, de l'équipe nationale du Sénégal, les Lions du football. C'est un contrat de 4 ans avec une évaluation après 2 ans. Donc plus que quelques détails à régler avec la FSF pour l'officialisation du contrat. Aliou Cissé était jusque-là l'entraîneur de l'équipe nationale olympique du Sénégal, avec qui il est allé jusqu'en quart de finale des Jeux olympiques de Londres 2012 comme adjoint
juin de Karim Séga Diouf. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Nous parlons lutte, Balla Gaye 2, Eumeu Sène, la bataille des mots lancée au cours du premier face-à-face qui a eu lieu au monument de la Renaissance africaine. Les deux lutteurs ont donné un avant-goût de ce qui sera le combat du 5 avril prochain pour Iba Kane. Ce combat présente des enjeux énormes pour ces deux lutteurs. Iba Kane qui a rencontré nos reporters Aminata Mbaresso et Modou Diop. C'est le premier face-à-face entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène depuis la signature de leur contrat. Iba Kane, journaliste sportif, décortique les moments forts de l'événement. Ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai vu un Balla Gaye 2 explosif, un Balla Gaye 2 qui était très en colère quand même, face à Eumeu Sène qui était zen, qui cachait son jeu. Pour ce journaliste, cette première confrontation est un signal fort sur les enjeux de ce combat. C'est un combat où la défaite est strictement interdite. Balla Gaye 2 qui concède 2 défaites consécutives ou bien Eumeu Sène qui concède 2 défaites consécutives, mais ils seront relégués au second plan. Ils seront obligés de tendre la perche aux lutteurs comme les Sa Thiès, comme les Garga Mbossé, comme les Boy Niang 2, ainsi de suite. Donc ils vont quitter les VIP. Balla Gaye 2, Eumeu Sène réapparaissent avec un autre physique, un autre aspect à prendre en compte. Par rapport à Balla Gaye 2, ce n'est pas le même Balla Gaye 2 qu'on a vu hier que face à Bombardier le 8 juin 2014. Il y a Balla Gaye 2 qui est revenu avec un bel état physique. Donc je pense qu'il s'est bien entraîné. Il lui reste encore du temps. Il reste un mois pour parfaire son physique. Eumeu Sène aussi, il a changé. Ce n'est pas le même Eumeu Sène qu'on a vu contre Modou Lô le 31 janvier 2014. Donc les deux lutteurs sont conscients de l'événement. Le combat Balla Gaye 2 Eumeu Sène est prévu le 5 avril 2015 au stade Demba Diop, un événement organisé par GFM Entertainment, un combat à l'honneur de Lamine Diack. Dossier politique de ce jour, Yacine Boubou, Natayala, Caroline Faye, Maïmouna Kane, les femmes sénégalaises se sont apparemment levées avec le soleil des combats politiques. Oui, le professeur Amsatou Sidibé est convaincu que les femmes doivent faire montre de plus de volonté comme leurs devancières pour jouer les premiers rôles en politique. Les Sénégalais interrogés pensent qu'elles ne sont tout simplement pas encore au niveau. C'est un dossier signé Dissa Prera et Tierno Laurent Mendy. La présence des femmes dans la sphère politique au Sénégal, un engagement qui ne date pas d'aujourd'hui. Les femmes ont été de toutes les batailles politiques dans ce pays. Et je rappelle toujours que la première force de résistance que le pouvoir colonial a rencontrée, c'était une femme qui s'appelait Ndate en 1855. Et du nord au sud, l'histoire du Sénégal est tenue d'un bout à l'autre par les femmes. Marème Liwane a créé son parti politique. Il y a quand même depuis lors, aujourd'hui, peut-être pas une dizaine, mais en tout cas pas loin de ces femmes qui ont créé beaucoup de partis politiques aujourd'hui. Mais c'est des jeunes partis qui ont le temps de mûrir. Le professeur Amsatou Sidibé embauche la même trompette, mais elle estime que les femmes doivent montrer plus d'audace pour prétendre jouer les premiers rôles. Les femmes sont le produit d'une société. Une société qui peut-être n'est pas tellement habituée à la présence des femmes dans la sphère publique. Les femmes n'ont pas beaucoup d'audace. Et tout ça, c'est des conséquences d'ordre socio-culturel. Elles sont un peu inhibées. Elles n'osent pas. Donc il faut avoir de l'audace pour pouvoir occuper certaines positions en politique. Les Sénégalais ont aussi leur mot à dire dans ce débat passionnant. Moi, je pense que ceci est dû d'abord à leur instruction, leur niveau d'instruction, parce que les femmes sont allées tardivement à l'école au Sénégal. La plupart du temps, elles sont utilisées comme objet de décoration. Dans les meetings, elles servent à applaudir, comme leur prof dit, des machines à applaudir. Donc, elles ne sont pas là pour donner, alors qu'au Sénégal, les femmes sont majoritaires. La faible présence des femmes dans les partis politiques et même dans les institutions se justifie par un manque de moyens, selon nos interlocuteurs. Aujourd'hui, quand on regarde le paysage politique, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les collectivités locales, elles ont gagné en tout cas des parts importantes sur l'espace politique.
Ce sont des raisons d'ordre socio-culturel qui expliquent cela. Mais il y a d'autres raisons, des raisons d'ordre économique. Les plus pauvres, c'est toujours les femmes. Celles qui ont le moins d'argent, c'est les femmes. Or, il faut de l'argent pour être en politique. Malgré la parité, les femmes sont faiblement représentées dans les institutions. Les principales raisons demeurent le manque de moyens, mais aussi une carence de compétences chez certaines. C'était plutôt Kodenga et non Dissa Prera. C'est la fin de ce journal à Semaine Tube. Merci. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci à vous. Au revoir. La prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Pape Ngagne dans son émission Faram Fati avec comme invité Ndeye Cissé du Parti démocratique sénégalais et Awa Gueye de la Paire. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.